génial, c'est fabuleux. Et elle fait pleurer tous le soir aussi. Allez, j'ai Loïc Sana le jour, il est là quand je Wow. Merci. C'est horrible. Toi, t'étais timide, romantique ou poilu? Non, en plus j'ai fait la cuisine, j'étais romantique. Romantique, t'as choisi. Qu'est-ce que t'as choisi, Esther? Non, elle a dit que t'étais timide. Ouais, le virage, bravo. Oh là là. Oh là. La fenêtre en face, et puis disait mon paradis. Ouais, bravo. Moi, je dis bravo. Alors, merci d'avoir relevé le défi. C'est l'histoire d'un destin extraordinaire, celui de Mugisha, que l'on appelle aujourd'hui Jean-Baptiste Alès, spécialiste du saut en longueur. Il saute avec une prothèse, asseyez-vous bien dans votre canapé. Prenez même du popcorn. Merci beaucoup. Tenez les gars, un peu de popcorn pour vous. Eh oui, parce que nous allons vous raconter une histoire qui pourrait faire un film. On accueille Jean-Baptiste Alès. Jean-Baptiste, vous êtes né le 10 mai 1991 au Burundi, en plein conflit interethnique. Votre nom à l'époque donc n'était pas Jean-Baptiste, mais Mugisha. Et à l'âge de 3 ans, votre vie va prendre un tournant dramatique. Je vais vous laisser raconter votre histoire. Alors, je suis originaire du Burundi. J'ai vécu la guerre civile en 1993. Et l'histoire, c'était les conflits entre Hutus et Tutsis. Et moi, je suis Tutsi. En fait, les Hutus, ils voulaient éliminer tous les Tutsis. Donc, en fait, le but, c'était d'éliminer la famille productrice des Tutsis. Donc, c'était les mères enceintes et les enfants. Donc, en fait, ils ont voulu tuer ma mère. Et après, ils sont attaqués à moi parce que j'étais le plus petit de la famille. Vous aviez 3 ans à l'époque. J'avais 3 ans, ouais. Donc, j'ai subi plusieurs coups de machette à la jambe, au bras, à la tête. Et en fait, ils ont voulu me tuer. Et malheureusement, ils m'ont raté. Et du coup, suite à ça, j'ai fait quasiment 48 heures même plus que ça, une semaine de coma. Et pour moi, j'étais mort et je me suis réveillé à l'hôpital en voyant que j'avais plus de jambes, j'avais des cicatrices partout. Et je ne comprenais pas du tout ce qui m'est arrivé. Et c'est par la suite, j'apprends que toute ma famille est décédée dans la guerre. Après, j'ai fini à l'orphelinat. Et suite à ça, j'ai été adopté par une famille française qui s'appelle Alès. Et dont je suis très fier au jour d'aujourd'hui parce qu'ils m'ont donné une vie que je ne pourrais pas imaginer, que j'aurais jamais eue après la guerre chez moi au Burundi. Donc aujourd'hui, je suis devenu un sportif. Et c'est devenu ma thérapie, le sport. Parce que j'ai pas vraiment fait de thérapie avec un psychologue quand j'étais petit, avec ce que j'ai vécu. Ouais, parce que c'est le genre de drame qui s'imprègne en vous, forcément. Hein. C'est le genre de choses où j'imagine que pour vous, en tout cas, c'est une vie, c'est votre vie, c'est celle d'avant. Vous dites malheureusement, vous avez employé ce mot-là, en fait, à l'instant. J'ai envie de dire heureusement, parce que c'est vrai que ça pourrait faire un film, votre histoire, elle est juste incroyable. Vous avez donc perdu votre jambe dans cette attaque. C'est à l'âge de 7 ans que vous arrivez en France pour vous faire appareiller. Et grâce à une association, c'était En fait, mon vrai père, il m'a dit tu vas aller en France, mais pour moi, je connaissais pas la France, je connaissais que le Burundi. Il m'a dit que tu allais te faire appareiller et après, tu allais revenir. Mais c'était tellement... là-bas ? En fait, c'était tellement dur de me dire la vérité que j'allais me faire adopter. Du coup, il m'a menti en me disant que tu allais aller en France, on va te mettre une prothèse, après tu reviens. Et moi, j'ai attendu pendant un petit moment. Je me suis dit, mais c'est bon, j'ai une prothèse, maintenant je peux rentrer chez moi. Et en fait, j'ai essayé d'expliquer ça à mes nouveaux parents, mais je parlais que burundais, donc c'était compliqué à se comprendre. Et sauf qu'à la fin, j'ai compris que non, j'allais rester en France, j'allais plus jamais retourner. Daniel, donc, et Robert Alès, qui vous adopte. Ouais. Et vous changez de nom, du coup, le petit Mugisha devient Jean-Baptiste. Comment vous l'avez vécu, vous, cette adoption et ce changement d'identité ? C'était vraiment très compliqué. Je suis resté de l'âge de 3 ans à 6 ans à l'orphelinat au Burundi. Et pour moi, j'étais devenu sans famille. Je n'avais plus personne qui venait me rendre visite. J'étais un enfant abandonné. Et quand monsieur là, comme j'apparais, monsieur Robert, il vient, il m'explique qu'il vient m'adopter, que ça allait être mon nouveau père et tout. Au début, j'étais pas très rassuré. En plus, comme on vous raconte en France,
quand on dit, il y a des contes qui existent là-bas, on dit que les Blancs, ils mangeaient les Noirs. Et Ah ouais comme vous dites que les Noirs, ils mangeaient les Blancs quand vous venez chez nous. Donc en fait, quand j'ai vu mon père pour la première fois de ma vie, c'était un homme qui était blanc et j'étais pas très rassuré, j'avais un peu peur parce que chez moi, je voyais que des gens qui étaient noirs comme moi. Et après, j'ai compris que c'était un monsieur qui était prêt à me donner une vie meilleure et qu'elle allait devenir mon père. Et en fait, du coup, je l'ai suivi jusqu'en France, comme ça, avec la confiance. Et du coup, j'ai eu la chance d'arriver à Banlieue-sur-Roubion, petite ville que je connaissais pas du tout. Et donc, en fait, j'étais très, très bien accueilli. Et c'est par la suite, le fait de comprendre que ma vie allait être en France et non pas au Burundi, comme mon père m'a dit, que tu rentres en France, après tu reviens une fois que tu as une prothèse. Ben, le fait d'avoir été tellement bien accueilli avec ma famille et mes nouveaux parents, ben, pour moi, je me suis considéré français du jour au lendemain. Ouais, vous aviez 7 ans, on était en 1998. Voilà. 1998, Ouais. pour nous, c'était ça. C'était ça. J'imagine Et que pour voilà. vous... Ah, vous avez compris ce qui se passait ou pas? Parce que vous... Non, je comprenais pas du tout. Pour moi, c'est le seul souvenir qui me reste et je comprenais pas pourquoi les gens étaient si contents, si joyeux. Et après, j'ai compris que la France a gagné au football. Ah ouais, c'est le sport qui fait ça. Ça restera un des plus grands souvenirs à mon arrivée en France, en fait. Ouais, votre premier sport, d'ailleurs, à vous, c'était l'équitation. Je crois d'ailleurs que vous vous débrouillez plutôt pas mal. Vous avez choisi l'équitation à l'époque, pourquoi? À cause de votre... ou grâce plutôt à votre handicap ou Ah, mes parents, ils ont trouvé que c'était plutôt bien de faire l'équitation parce que, comme on dit, l'homme et le cheval, c'est une grande histoire. Donc, ça allait m'aider pour faire une thérapie. Finalement, ça a très bien marché parce que souvent, on avait nos secrets entre mon cheval et moi. Donc, c'est ce qui m'a aidé à grandir. Mais à la fin, je comprenais que c'est souvent mon cheval qui se défoulait et pas moi. Donc, il fallait me trouver un vrai sport. Et c'est là que, à la folie, à l'ENSS, entre midi et 13h, j'ai testé l'équitation et l'athlétisme. Et c'est là qu'en fait, j'ai mis le cheval de côté et puis je me suis mis à courir parce que le fait de rentrer chez moi en étant défoulé sur la piste, j'ai vidé tout ce que j'avais au fond de moi qui n'était pas bon. c'est votre thérapie? Voilà, ça a été ma thérapie. J'ai trouvé que le fait de courir, pour moi, c'était la meilleure solution. Donc en fait, je me suis lancé dans le sport et chaque jour, où je rentrais chez moi, j'étais bien, j'étais relâché, j'avais plus de problème dans ma tête. Et voilà. Donc votre truc aujourd'hui, c'est l'athlé. Hein. Donc, vous avez un superbe palmarès. Vous avez décroché 4 titres de champion du monde chez les moins de 23 ans. Subtilité importante chez les moins de 23 ans parce qu'on va en parler après hein, avec nos copains et notamment Vincent Parisi qui nous a rejoints. Vous devenez très vite un champion UNSS au collège sur le 150 mètres. Vous couriez déjà avec une prothèse adaptée? Non, du tout. Je crois qu'une prothèse comme ça, en plus, arrivé au collège en 6e, là où mes parents m'ont inscrit à l'école, j'étais pas vraiment très bien accueilli parce que j'étais un des seuls blacks. Et donc je voyais que j'étais un peu mis de côté. Donc en fait, je me suis dit, bon, je suis noir, et en plus j'ai un handicap, donc je vais rester discret. Donc en fait, de la 6e jusqu'à quasiment la 4e, j'ai jamais dévoilé mon secret. Mon secret, j'avais un handicap. Et en fait, c'est là que mon prof de collège, il a découvert que j'avais une prothèse à la jambe. Quand on venait de gagner la course avec mes camarades, il m'a dit, mais tu viens de cacher que tu as un handicap et tu viens de faire gagner tes camarades, alors que c'est fabuleux de faire ce que tu viens de faire. Et en fait, pour moi, je ne me rendais pas compte parce que je voulais être comme tout le monde. Pour moi, le fait d'être handicapé, c'était limite comme une honte. Et je ne voulais pas être mal vu par mes élèves, Ça a camarades. changé tout ça. depuis dans votre tête? Parce qu'on voit Arnaud Assoumani, par exemple, qui est votre copain, hein, où pour lui, il se voit comme un super-héros. Ouais. C'est un super-héros d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose d'assez magique, c'est vrai, à réaliser une performance comme ça, quoi. Ouais. Aujourd'hui, avec le temps, je me suis rendu compte que ce que j'ai vécu, c'est ce qui a fait ma force. J'ai compris que le mot handicap, c'est vraiment très vaste. Chaque personne a un handicap. Moi, la mienne, j'ai une prothèse, mais je suis heureux dans ma vie, je suis assez à l'aise. Et toi, tu as souvent un handicap, mais il n'y a que toi qui le connais. Mais je n'ai pas de mémoire. Ça te bloque pour avancer dans ta vie. Je suis naïve. Voilà, peut-être que je ne connais pas, mais il n'y a que toi qui le connais. Mais bien et sûr. Du coup, en fait, j'ai remarqué que chaque personne a son handicap. Et chaque moi, personne la mienne, est différente. Voilà, même. on a tous une différence. Et du coup, c'est ce qui m'a aidé à avancer dans ma vie. Aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai vécu et je peux encore réaliser des très, très belles choses. C'est la Fédé hein, donc qui vous repère, la Fédé d'athlé.
quand vous étiez au club de Béziers, vous intégrez l'INSEP en 2009, c'était il y a 7 ans. Vous rêviez déjà des Jeux paralympiques, les Jeux paralympiques que vous allez disputer du coup 2 fois, en 2012 et donc en 2016 là, à Rio. Vous imaginiez pouvoir aller jusque-là ou pas? Non. Non, parce qu'en fait, j'ai souvent essayé de faire des choses qui me tenaient à cœur. Et en fait, pour moi, je me suis mis dans le sport. J'aimais bien gagner. Mais au jour d'aujourd'hui, j'aurais jamais pu imaginer que j'allais devenir un champion comme je suis devenu. Donc en fait, quand je me suis qualifié à Londres en 2012, pour moi, c'était une vraie surprise. Je ne pensais pas me qualifier aussi rapidement. Ça faisait depuis 2009, vraiment, que j'ai commencé en équipe de France. Donc en fait, tout s'est enchaîné rapidement et je ne comprenais vraiment pas ce qui m'arrivait, on va dire. Et c'est que vraiment aujourd'hui, je comprends que c'est du haut niveau. Si tu veux réussir et battre les meilleurs, il faut vraiment que tu te mets dedans. Et voilà, mais en fait, je fais tout par plaisir, tout par passion. On voit avec Arnaud Assoumani, là. C'est d'ailleurs lui qui m'a formé quand je suis arrivé. Ah, c'était comme mon c'est grand frère. un bon gars. Il rêve encore des JO, lui, des Jeux Olympiques. Ouais. Vous y pensez aussi? On sait qu'il y a Oscar Pistorius, en plus avec une prothèse comme vous, qui les a disputés. Vous imaginez, si vous avez que 25 ans, un jour peut-être disputer les Jeux Olympiques? Les performances reviendront. Par rapport à ce que j'ai réalisé à Rio et ce que j'ai fait cette année, pour moi, je me suis fixé un nouvel objectif, c'est me qualifier pour les championnats de France élite, valide. Ah oui. Et jusqu'à présent, j'aurais jamais pu imaginer faire 7,60 m, c'est énorme avec une prothèse, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer. Donc, vous avez un message. Bon, je tiens à dire que moi, je t'ai déjà vu sauter à plus de 7 mètres. On était à Antibes, tous les deux, en préparation des championnats du monde, tous les deux. Maintenant, ma question, JB, écoute bien. Est-ce que tu comptes vraiment, mais vraiment, dépasser les 7 mètres en compétition et pourquoi pas aux Jeux de Tokyo? Donc, fais attention à ta réponse parce que je vais te regarder. Il vous a pas dit, c'est un grand danseur. Il danse tout, hip-hop, dumbolo, tout, salsa, c'est un chef. Avec les fesses comme ça, tu bouges. Attends, j'ai un petit problème en ce moment. D'accord. On fait comme ça. C'est un peu Man in Black, ça. Ça, voilà. J'adore, c'est trop bien. Karaté aussi. Il y a de la Corée, On peut faire comme ça aussi, avancer, un peu en avant, un peu en arrière, un peu en avant, un peu en arrière. Voilà. Bougez les épaules. C'est pas la même émission. C'est sardine, ça. Chacun son rythme. Voilà. Bien sûr, tu bouges sur la musique. Il avait une petite question, Merwan, pour vous. Non, moi je voulais juste déjà vous dire bravo pour. Et c'est quoi la pour tout ce que traduction de son prénom, son prénom je crois que c'est une signification avec le bonheur, c'est ça? Mugashi. C'est ça? C'est enfant du bonheur, non? C'est pas. Oui. C'est ça. Ça veut dire l'enfant du bonheur, bien vu. Ouais, bien vu, c'est ça. Juste déjà bravo. Et puis moi je voulais juste savoir comme. En tant que sportif de haut niveau, est-ce que moi j'ai un frère qui est mon frère aîné qui est handicapé mental et physique et qui lui est dans un institut en fait particulier. Il n'est pas du tout sportif de haut niveau malheureusement comme vous. Ça j'aurais adoré. mais je voulais savoir vous vivez que du sport, vous avez une activité à côté, vous faites quelque chose à côté, vous avez un travail à côté, je sais pas. Moi au début j'étais à l'INSEP pendant 5 ans et là-bas tout est gratuit. C'est la fédération qui paye. Et à partir du moment où tu veux quitter l'INSEP, c'est à toi de te débrouiller. Donc en fait, moi, j'ai vu que l'INSEP, c'était pas forcément un meilleur endroit pour moi. Et j'avais des coachs qui n'ont pas forcément vécu l'expérience avec un athlète avec une prothèse. Et moi, j'ai découvert en même temps que les coachs, donc je connaissais absolument rien. C'est à partir du moment où j'ai commencé à comprendre que une prothèse, c'est pas juste tu regardes dans le magazine et tu le fabriques comme ça. Et il y a une manière de l'utiliser et de fabriquer. Donc ça fait que depuis 2013. Donc en fait, je suis parti à l'aventure aux États-Unis, parce que je savais que là-bas, on est vraiment en avance sur tout déjà. Et je me suis entraîné avec un entraîneur qui s'appelle Sylvanus Burn. C'est l'ancien entraîneur de Allen Johnson. Par rapport à la Judo Kourei, on a fait une connexion ensemble et du coup, c'est très bien passé. Et j'ai bien progressé. J'ai pu fabriquer cette prothèse-là
Ça coûte qui m'a cher, ça. coûté, je sais pas si tu peux dire un prix. Oui, bien Oui, sûr. on peut. C'est 20 000 $. C'est énorme. Quasiment le prix d'une Et voiture. en plus, pour chaque discipline, vous avez 3 disciplines. Voilà. Pour chaque Donc, discipline, vous avez une prothèse différente C'est ou ça, pas ouais, voilà. Oui, vous avez une Au prothèse 100, différente au 100, 200 et soit en longueur, j'ai une prothèse différente. Celle-ci, c'est pourquoi financé par qui? Par ce que j'étais sponsorisé par Chèque Déjeuner à l'époque. Et du coup, ils ont pu me payer la prothèse. À l'époque Mais voilà. Vous l'êtes plus maintenant Non, là, je me retrouve avec plus de sponsors. Vous avez sérieux. plus de... Et vous avez les contrats d'insertion professionnelle là, qu'ils ont fait pour les sportifs C'était vraiment qu'avec Chèque Déjeuner. C'était mon sponsor officiel qui m'aidait justement à partir à l'étranger, en stage, tout ça. Donc, en fait, comment vous faites aujourd'hui, du coup Aujourd'hui, depuis que je suis rentré de Rio, je me demande comment je vais faire pour préparer mes autres championnats, les JO 2020, parce que je me retrouve avec plus personne. Mehdi, Et je me retrouve avec... Ouais, c'est affolant parce qu'on sait que, contrairement à des athlètes valides, hein, Mais oui. il y a un coût à pratiquer du sport. Déjà que mentalement, c'est hyper compliqué de réussir à faire ce que tu fais. Moi, je trouve ça... Franchement, sincèrement, je pense que la fédération d'athlètes devrait se rapprocher de la fédération e-sport. Parce qu'on a beaucoup à apprendre de ce genre de garçons, parce que c'est des personnages, c'est des gens qui ont vécu des choses une histoire de impressionnantes, folie, qui sont surtout. passés par des étapes de leur vie quand même assez folles et qui arrivent à se reconstruire via le sport. Nous, on a beaucoup d'athlètes qui sont valides, qui ont la chance d'avoir toute la faculté et qui, malheureusement, psychologiquement, il y a quelque chose, il y a un frein. On en parlait tout à l'heure avec Louis. Et c'est vrai qu'on a du mal encore à faire comprendre aux athlètes que c'est que du sport, que ça reste une chance pour eux de pratiquer le sport et qu'il faut essayer de le faire au maximum. Eux, ils y arrivent. Et c'est dommage de ne pas financer ce genre de choses. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses qui existent avec le crowdfunding, notamment avec Sponsorisme, qui aide à financer les saisons. Il y a les contrats d'insertion professionnelle. Il y a aussi des contrats d'insertion professionnelle. Complètement. Non, mais il faut... Après, c'est bien, ça c'est par rapport à notre fédération en e-sport. Qui choisit? Je pensais que tous les athlètes pouvaient en profiter, moi. Non, en fait, c'est eux qui choisissent. quand même. En fait, On est Thierry, je suis désolée, Thierry. Voilà. Non, mais Non, mais Thierry Braillard, je pensais qu'on était. Thierry, mon mais il va frère, falloir c'est quelque qu'il se chose, réveille d'abord. En fait, on a beaucoup de retard sur le handisport en France. Ah oui. Par rapport aux à beaucoup de États-Unis. pays. Ouais. Par exemple, en Angleterre, les Ils ont athlètes. ils ont eu beaucoup de blessés de guerre aussi aux États-Unis, donc il y a vraiment des grosses C'est vraiment une structures. grosse structure et on a envie, on va dire, d'aider les athlètes paralympiques. Parce que ils ont compris que si les athlètes veulent réussir, il faut qu'on soit derrière eux à 100%. Moi, j'ai mon budget sur la prothèse. À partir du moment où tu as fini 20 000 $, c'est déjà un gros budget. Comment tu fais pour continuer, pour partir en stage, pour payer Coach, tes ouais, bien sûr. Donc, C'est une prothèse qui est adaptable en plus, qui oui, évolue avec en le temps. fait, c'est comme si tu partais dans une course de Formule 1 et tu arrives avec une 4L contre des Ferrari, des Lamborghini. Comment tu veux gagner? Et en fait, moi, j'ai découvert ça depuis 3 ans, que si je veux rivaliser les meilleurs, il faut que j'ai la meilleure prothèse. Mais pour ça, il faut racler. Mais si tu n'as pas l'argent, tu fais comment? Tu restes avec une prothèse qui vaut 1 000 €. Et en fait, du coup, là, j'ai commencé à comprendre que un handisport, c'est beaucoup d'argent parce que si tu veux réussir à battre les meilleurs, il va falloir investir. Et à côté de ça, tu as beau être le meilleur. Et moi, aujourd'hui, je suis le 5e meilleur athlète mondial. J'ai tous les records de France. Et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de sponsor. Oui, ça. Moi, je dirais tout simplement, tu es un exemple. Exemple par rapport à ton histoire. Tu es remarquable, tu es magnifique. Ce que tu as fait pour en être là, je trouve que ça, ça vaut quelque chose. Et je ne pense pas qu'on puisse te laisser, qu'on ne puisse pas trouver des sponsors, des partenaires pour t'accompagner. Et tu n'es peut-être pas le seul. Il y en a d'autres qui devraient aussi. Oui, mais c'est pour ça que ce serait important. Moi, ma question, c'est moi, je suis admiratif. Moi, tout à l'heure, en t'écoutant, je suis très ému. J'en parlais avec Mehdi. Voilà, moi, je t'écoute, ton parcours. Je dis, voilà, ça, c'est quelque chose, c'est un exemple. Pour ces jeunes, surtout qu'aujourd'hui, ces jeunes, ils cherchent des références, des exemples. Tu en es un. Parce que toi, tu en es un dans un autre contexte, dans un autre système, et je trouve que c'est magnifique. Ouais. Après, du coup, le fait d'avoir vécu, par exemple, mon histoire, aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis d'être très fort, de faire tout ce que j'ai envie de faire sans limite. Moi, par exemple, j'ai un handicap, mais si je veux faire du snowboard en hiver, du ski, du roller, je le fais. Oui, il n'y a rien qui t'arrête. En fait, aujourd'hui, j'ai jamais rencontré un obstacle devant moi. J'ai toujours réussi à le franchir facilement. Parce que j'ai compris que quand on veut, on peut. C'est juste une question de volonté. Et du coup, c'est pour ça que j'arrive à faire des choses aujourd'hui qui, même moi, me surprennent. Hein. Je me rappelle que quand je suis arrivé en France, ma mère m'a offert un vélo. Mais elle se demandait comment j'allais faire pour pédaler avec le vélo. Mais je suis monté dessus, j'ai pédalé avec une jambe. Alors que normalement, il faut 2 jambes pour pédaler un vélo. Mais j'étais tellement content d'avoir un vélo, parce que chez nous, il n'y en a pas. Hein.
Et que je suis monté dessus, j'ai pédalé, j'ai tourné dans mon quartier sous une jambe. Et c'est pareil, au jour d'aujourd'hui, tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Bah ouais, bah, j'espère qu'en tout cas, il y a, bah, je sais pas, moi, je m'adresse à Thierry Braillard, je lui demande, il reste quelques mois là. Voilà, après, il y a les élections, en lui souhaitant hein, qu'il reste secrétaire d'État au sport, mais bon, faut t'aider. Faut t'aider, ou alors s'il y a des partenaires qui regardent. C'est ce que j'allais dire, il n'y a, pas que les politiques. Hein. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à investir dans des athlètes comme lui pour porter un projet, tout en sachant que dans 4 ans, il a une chance de monter sur un podium paralympique et briller, d'être présent parmi les valides. Moi, je trouve que c'est des belles images. Et encore une fois, on a besoin de ce genre de vécu d'histoire pour faire progresser le sport dans sa globalité. Là, je te chope comme ça, là, tu vois, hop, tac, dans les génitales, bim, ok. T'as compris? C'est l'heure du coach. C'est peur quand elle prend cette voix quand même. Non? Ouais, dans les génitales, boum. C'est mon meilleur, lui, c'est mon meilleur copain, lui. Faut que tu le fasses revenir. Qui est ce monsieur? Doji, Sekeleti, 3e dan, enseignant à Arnouville Club Karaté et surtout champion de France vétéran. Comité, moins de 75 kilos. Ah, tu savais pas que je savais ça. Bon, je vois rien. Okay, moi, et je on vois commence à... On salue, tout simplement, d'accord? On se met en position de salut. OK, et on se remet en yoï. Allez, premier mouvement à gauche et 1. Super. 2. Et 3, on revient vers moi. Sera noté l'équilibre. Voilà, c'était l'autre bras. Voilà, vers moi. Et... Super. J'avance. Non, les deux. Voilà. Bravo! Bravo, Mehdi! On te repassera le replay. Alors, vos impressions? Je me suis pas vu, au moins j'ai pas vu que j'étais ridicule. Tout à fait. Allez, Jean-Baptiste. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est l'équilibre et la forme de corps qui seront notés hein, au moment de la compétition. Donc, tu te concentres, tu fermes les yeux, tu te mets en position oi. Voilà, déjà on salue. Et il va t'annoncer à chaque fois ce que tu dois faire. Et on se met donc en position de départ, les jambes écartées, même largeur que la largeur des épaules. Super. Allez, à mon top, on fait le blocage à gauche. Et à gauche, bras gauche. Bras droit. Voilà. C'était l'autre jambe, mais c'est pas mal. Voilà. C'est l'autre gauche. L'autre gauche. Voilà, blocage. ça. Blocage. Voilà. Quand on dit blocage, et maintenant on avance vers là-bas, donc. Gedenbarai gauche. 2 points. À gauche. Gedenbarai. 2 points à gauche en avançant. À équilibre. C'est super dur. Vous avez vu l'esquive? C'est super dur. T'as failli lui en mettre un dans la tête. C'est dur. Je peux voir Louis. Allez, à Louis. Il teste la concentration du coach. Allez, Gedenbarai, déplacement vers moi. Allez, donc voilà, blocage gauche vers Vincent. Gauche, bras gauche. Voilà, bras gauche. Avec déplacement. Voilà, et en déplaçant la jambe gauche en même temps. Super. Non, bras gauche. Bras gauche. Voilà. Maintenant, avance. Maintenant, on va avancer, voilà. Oui. Et on... Voilà. Maintenant, on va faire pareil vers moi. Blocage avec le même bras qui est devant, là, voilà. Vers moi. Voilà, super. Alors, on continue. Le même bras, donc le bras droit. C'est le bras droit hein, qui fait le blocage. Oui, il a anticipé. Ah ouais, mais c'est... Et maintenant, on avance. Contre-attaque. Voilà. Avec le bras droit. Bras droit. Voilà, dur, hein. Attends, bouge pas, remets-toi en position. Voilà. Salut. Donc en position face à moi. Ah, il est voilà. Stop. Voilà, stop. Voilà, et on salue.